Ma fille ne l'a pas élevé. Elle ne l'a pas nourri, ne s'est pas battue pour lui et elle n'a pas perdu une seule nuit de sommeil à cause de lui. Mais au moment où il a pesé 5,6 millions d'euros, soudainement, elle s'est souvenue qu'elle avait un fils. Ma chérie, j'y ai survécu 71 ans sur cette terre. J'y ai élevé seul un enfant autiste. J'y ai traversé des épreuves, des années de vaches maigres et des périodes bien sombres. Pensais-tu vraiment qu'une femme en talons accompagnée d'une avocate en tailleur allait m'achever? Elle a choisi le mauvais grand-père de 71 ans pour s'essayer à ce jeu-là. J'y ai 71 ans et je vis à Saint-Cyprien, en Dordogne, ce qui veut dire qu'une bonne journée, c'est quand vos genoux ne font pas le bruit du papier bulle quand vous vous levez et que votre expresso est chaud avant de ne plus l'être. C'est tout. C'est mon seul critère. Et je l'avais rempli. Mon café était chaud. Mes genoux étaient silencieux. Je regardais les oiseaux picorer dans la mangeoire que Matisse m'avait construite pour mon anniversaire. Il l'avait conçue pour que les écureuils ne puissent pas y accéder. Il avait imaginé un petit mécanisme de contrepoids. Il en avait dessiné les plans un jeudi soir, comme si de rien n'était. Et je me disais que la vie, tout compte fait, elle n'était pas si mal. Puis, j'y ai entendu une voiture que je ne connaissais pas se garer dans mon allée. Une Lexus grise. Des plaques des immatriculations parisiennes, mais ce genre de propreté qui indiquait que le propriétaire ne vivait plus vraiment à Paris, ou s'il y vivait, c'était dans ces quartiers chics qui oublient le reste du monde. J'y ai su avant même que la portière ne s'ouvre. 11 ans. Et j'y ai su quand elle en est sortie vêtue d'un blazer. Un blazer à Saint-Cyprien. En plein mois de septembre, il faisait 28 degrés, et elle s'est pointée en blazer comme si elle s'apprêtait à donner une conférence TED sur les raisons pour lesquelles elle avait abandonné son enfant. Elle avait cette expression sur le visage, celle qu'elle arborait adolescente quand elle cassait quelque chose et elle s'apprêtait à m'expliquer pourquoi ce n'était pas de sa faute. De la compassion répétée devant un miroir. Un chagrin de vitrine. Sophie, ma fille. Je n'ai pas bougé de la terrasse. J'y ai tenu ma tasse de café à deux mains et j'y ai attendu. Papa, a-t-elle dit. Seigneur, Sophie, ai-je répondu. Elle a monté les marches de la terrasse comme si elle lui appartenait, d'une manière qui fut sienne autrefois. Elle a grandi dans cette maison, elle s'est écorché les genoux sur ces mêmes marches, a pris ses photos de balles de promo contre cette balustrade. Cette même balustrade que j'y ai repeinte 2 fois parce que Matisse aimait en gratter la peinture quand il était anxieux. Et j'y ai continué à la repeindre au lieu de elle en empêcher, car certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées et certaines choses ne sont, après tout, que de la peinture. Elle aime à regarder comme si elle voulait un câlin. Je les regarder comme si j'y étais en train de résoudre un problème de mathématiques. On peut parler? A-t-elle demandé. Tu es déjà en train de parler, ai-je répondu. Autant continuer. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, le royaume de Matisse, recouverte de ses carnets, de ses circuits imprimés à moitié assemblés, de ses post-it collés par code couleur que j'y avais appris, depuis des années, à ne jamais déplacer d'un seul centimètre. Et elle a parlé pendant 20 minutes sans rien dire. Elle a parlé de guérison. Elle a parlé de développement personnel. Elle a parlé de ses séances de thérapie et du travail qu'elle avait fait sur elle-même. Elle a vraiment prononcé l'expression faire un travail sur soi comme si c'était une marque déposée, et a expliqué à quel point elle se sentait prête à avoir une relation avec son fils. Son fils. Je veux faire une pause ici pour que vous compreniez bien. Sophie est partie quand Matisse avait 5 ans. Il venait de recevoir un diagnostic officiel, bien que ma défunte épouse, Martine, et moi-même le sachions depuis 2 ans déjà. Sophie avait 27 ans. Elle a dit qu'elle n'était pas armée pour ça. Elle a dit que ce n'était pas juste pour lui d'avoir un parent incapable de lui donner ce dont il avait besoin. Elle a habillé son abandon avec le vocabulaire de l'altruisme, elle est partie au volant d'une Renault Clio et a envoyé une carte de vœux exactement une fois, en 2017, qui est arrivée en janvier 2018, signée de son prénom et de rien d'autre. Matisse a tenu la carte un instant, elle a posé sur la table et est retournée à son code informatique. Il avait 11 ans. Il avait déjà décidé qu'elle n'était pas une variable qui valait la peine d'être calculée. Alors, quand elle s'est assise dans ma cuisine avec son blazer pour me parler de son fils, j'y ai bu mon café lentement et je ne le lui ai pas jeté au visage, ce que je considère comme l'une des plus belles réussites de mes 71 ans d'existence. Comment va-t-il? A-t-elle fini par demander. 16 ans, ai-je dit. Intelligent, en bonne santé, il va bien. J'y ai vu l'article, a-t-elle lâché.
On y était. J'y ai posé ma tasse. Vraiment? Ai-je dit. Papa, je suis fier de lui. Je veux qu'il le sache. Je veux faire partie d'eux. Sophie, elle est coupée. Comment est-ce appelée son institutrice de CE2? Elle a cligné des yeux. Quoi? Son institutrice de CE2. Celle qui aime à appeler en pleurs parce que Mathis faisait une crise dans la cantine, qu'elle ne savait pas quoi faire, et j'y ai conduit pendant 40 minutes sous un orage de grêle pour y aller. Quel est son nom? Silence. Madame Poncet, ai-je dit. Delphine Poncet. Elle a pris sa retraite en 2022. Elle envoie toujours une carte à Mathis pour son anniversaire. Tous les ans, à la bonne date. J'y ai repris ma tasse. Tu disais que tu étais fier de lui. Sophie est repartie 20 minutes plus tard en disant qu'elle voulait simplement renouer le contact. Elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Je l'ai laissé faire, de la même manière qu'on laisse un dentiste faire ce qu'il a à faire. 3 jours plus tard, la lettre de l'avocat est arrivée. Pierre Chalamet est mon avocat et mon ami depuis 1987. Nous avons joué à la pétanque ensemble jusqu'à ce que sa hanche et mes genoux décident conjointement de nous mettre à la retraite. C'est un homme bon, honnête, et il possède ce genre de visage incapable de mentir, ce qui est à la fois un atout dans notre amitié et un handicap à ce moment précis. Lorsqu'il a levé les yeux de la lettre, elle m'a regardé de l'autre côté de son bureau et a dit, « Raymond, elle a peut-être un dossier solide. » Je l'ai dévisagé. « Explique-moi ça lentement, » ai-je dit, en utilisant des mots simples, parce que j'y ai besoin de m'assurer que je te comprends bien avant de faire une attaque dans ton bureau. Il me l'a expliqué lentement. Sophie n'avait jamais été légalement déchue de son autorité parentale. J'y avais élevé Mathis avec de l'amour, par habitude, par nécessité, et avec ce genre de paperasse qui s'accumule dans des classeurs mais qui n'a aucune valeur dans un tribunal. Pas des ordonnances officielles de tutelle, pas de documents légal de délégation des autorités parentales. Sur le papier, je n'étais qu'un grand-père qui avait pris le relais de manière informelle. Mathis était mineur. Ses gains issus du rachat de Saint-Pass, 5 600 000 €, étaient techniquement les actifs d'un enfant mineur. Son parent légal avait son mot à dire. J'y ai conduit jusqu'à la maison en silence. Je suis resté assis dans l'allée pendant 10 minutes avant d'entrer. Mathis était à la table de la cuisine, son casque sur les oreilles, 3 écrans allumés, observant quelque chose qu'il m'aurait probablement fallu 4 ans pour comprendre. Je me suis assis en face de lui. Il a enlevé son casque, ce qui signifiait qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Parce que Mathis lit l'atmosphère d'une pièce comme des autres lisent des livres en gros caractères, facilement, complètement et plus vite que vous ne l'imaginez. Pierre dit qu'elle pourrait gagner, ai-je lâché. Je ne suis pas un homme qui dit facilement les choses difficiles à voix haute. Martine disait souvent que je traitais les émotions comme un vieux camion diesel par un matin des hivers, lent à démarrer, nécessitant plusieurs essais, mais finissant toujours par y arriver. Avec Mathis, j'y avais appris à dire les choses simplement. Pas de sous-entendu, pas d'implications, juste les faits. Il m'a regardé un long moment. Puis il a regardé son écran. Et il a prononcé, très doucement, les mots que j'y entendrai pour le reste de ma vie, laisse-la parler, papy. C'est moi qui gère. Puis il a remis son casque. Je veux être honnête avec vous. Ma première réaction n'a pas été la confiance. Ma première réaction a été la terreur bien spécifique d'un homme de 71 ans réalisant que l'adolescent de 16 ans assis en face de lui pourrait bien être la personne la plus intelligente de la situation. C'est un sentiment très désorientant. C'est le genre de sentiment qui vous fait dire, j'y ai besoin de digérer ça et peut-être de manger un truc. Je nous ai préparé des croque-monsieur et je suis resté assis là pendant qu'il tapait sur son clavier. J'y ai repensé au fait que je faisais confiance à l'instinct de ce garçon depuis qu'il avait 9 ans et qu'il m'avait annoncé que le chauffe-eau allait tomber en panne avant même qu'il ne lâche. Il avait remarqué un motif sonore dans les tuyaux. Il m'avait expliqué que cela indiquait une incohérence de pression, et il avait raison. À l'époque, je ne savais pas si je devais faire réparer le chauffe-eau ou l'inscrire dans une école pour surdoués. Il ne s'était jamais trompé sur une suite logique. J'y ai mangé mon croque-monsieur. J'y ai décidé de lui faire confiance. J'y ai aussi appelé Pierre et je lui ai dit, trouve-moi tous les documents possibles et commence à monter un dossier. Parce que faire confiance à Mathis ne voulait pas dire rester les bras croisés. Ce garçon tenait bien ses instincts de quelqu'un. Ce que Sophie ne comprenait pas, ce que sa très chère avocate,
maître Sandrine Puy du barreau de Bordeaux, ne comprenait pas, c'est qu'elle s'attaquait à un garçon qui avait créé une application de communication. Mathis n'avait pas créé Sympass parce qu'il voulait de l'argent. Il comprenait à peine ce que 5,6 millions d'euros signifiait concrètement. Quand l'offre est tombée, sa première question à Pierre, transmise via une note dactylographiée qu'il lui a tendue par-dessus la table, a été « Est-ce suffisant pour payer la retraite de papy et financer encore 3 ans de développement ?» Pierre avait dû s'excuser pour aller reprendre ses esprits dans le couloir. Mathis avait créé Sympass parce qu'il avait passé son enfance à voir des enfants non-verbaux être incompris. Il les avait vus être étiquetés, ignorés, réorientés. Il avait été l'un d'eux dans ses premières années. Et il savait, parce que je le lui avais montré, que le problème ne venait pas des enfants. Le problème, c'est que personne n'avait construit le bon pont. Alors il en a construit un. L'application utilisait la reconnaissance de schémas et l'intelligence artificielle adaptative pour aider les enfants non-verbaux à communiquer avec leurs soignants et leurs professeurs en temps réel. Elle comptait 340 000 utilisateurs actifs en 14 mois. Elle avait fait pleurer des adultes en costume cravate de la station F à Paris lors de la présentation, que Mathis avait faite via une vidéo préenregistrée car il ne voulait pas prendre le train pour la capitale. Et le PDG de la société qui a racheté l'application m'avait appelé ensuite pour me dire « Monsieur Boucher, votre petit-fils est exceptionnel. » Oui, avais-je répondu, il est laid. Ce que Sympass exigeait de Mathis, c'était de comprendre profondément et totalement la communication. La façon dont les gens disent les choses, comment ils évitent de les dire, le fossé entre ce que quelqu'un transmet et ce qu'il pense réellement. Il avait étudié ce fossé toute sa vie, observant les personnes neurotypiques parler pour ne rien dire, jouer des sentiments, construire des récits, et il était devenu très doué pour trouver la vérité au milieu du bruit. Alors, quand Sophie a commencé à lui envoyer des SMS, il a répondu. Je ne l'ai pas su tout de suite. Il me l'a dit plus tard, une fois que tout était fini, m'expliquant tout le processus comme un professeur patient avec un élève un peu lent, ce que j'y étais dans ce contexte. Son premier message, Mathis, c'est ta maman. J'y espère que ça ne te dérange pas. Je veux juste que tu saches que je pense à toi et que je t'aime. Sa réponse, 3 heures plus tard, bonjour. Comment as-tu eu ce numéro? Elle lui a répondu que mon numéro était dans l'annuaire et qu'elle avait obtenu le sien par une connaissance commune. Il a répondu OK et rien d'autre. Elle a renvoyé un message 2 jours plus tard. Il a répondu lentement, brièvement, juste assez chaleureusement pour garder la ligne ouverte. Puis il a commencé à poser des questions. Que est-ce que tu te rappelles de moi quand j'y étais petit? Elle a répondu par quelque chose de très vague sur le fait qu'il était si curieux et si brillant. Générique, le genre de choses qu'on dirait d'un enfant qu'on a vu dans un film. Quel était mon plat préféré quand j'y avais 5 ans? Longue pause. Puis, je me souviens que tu aimais les coquillettes. Il aimait les coquillettes maintenant. À 5 ans, il refusait catégoriquement les pâtes à cause de la texture. Il mangeait exactement 4 aliments à l'âge de 5 ans, du riz, des œufs brouillés, des quartiers de pommes sans la peau, et une marque spécifique de biscuits pour laquelle je devais conduire jusqu'à Périgueux parce que le centre Leclerc local avait arrêté de les vendre. Et l'expression de son visage quand je rentrais à la maison avec 3 paquets est une image que j'y emporterai dans ma tombe. Elle ne savait rien de tout ça. Pourquoi as-tu décidé de revenir maintenant? A-t-il envoyé? Sa réponse, et je veux vraiment que vous l'imprimiez bien dans votre esprit, sa réponse fut, j'y ai vu ce que tu as accompli, et j'y ai réalisé que je ne pouvais plus laisser la peur et m'éloigner de mon fils. Elle a vu ce qu'il a accompli. Pas lui, pas ce qu'il était devenu, mais ce qu'il avait construit. Mathis a fait des captures des écrans de chaque SMS. Puis il est allé au bureau de Pierre tout seul. Il a appelé Pierre, a organisé un rendez-vous, je l'ai découvert après coup, et lui a remis un document imprimé de 14 pages. C'était l'intégralité des SMS, des transcriptions de messages vocaux, le tout organisé chronologiquement avec des annotations dans les marges expliquant ce que chaque réponse révélait sur ses intentions et ses connaissances. Les annotations étaient codées par couleur. Pierre m'a appelé ce soir-là et m'a dit, « Raymond, je te dois des excuses. » Pourquoi? Pour avoir suggéré que tu pourrais perdre. Je ne suis pas un génie de la technologie. Je ne sais pas coder une application. J'y arrive à peine à mettre mon téléphone à jour sans appeler Mathis depuis l'autre pièce. Mais je suis un homme de 71 ans qui a travaillé pendant 34 ans comme expert en assurance pour le département. Et s'il y a bien une chose que ce métier vous apprend, c'est comment trouver ce que les gens essaient d'enterrer.
J'y ai commencé à passer des coups de fil. Le mari de Sophie, un homme nommé Guillaume, que j'y avais rencontré exactement 2 fois et qui, à chaque fois, elle m'avait donné le genre de poignée de main qui ressemble plus à un faire-part que à une salutation. Guillaume avait des problèmes financiers. Son entreprise de bâtiment à Bordeaux avait 3 avis de saisie en cours, un procès intenté par un sous-traitant, et une restructuration de dettes déposée au tribunal judiciaire. Domaine public, une matinée sur un ordinateur avec un accès au registre du commerce et des sociétés, et tout était là. Le moment choisi par Sophie pour revenir et n'était pas le deuil se transformant enfin en courage. C'était un calcul mathématique. Mais ce qui a vraiment été le coup de grâce, ce qui m'a fait m'adosser à ma chaise et fermer les yeux pendant une minute entière, ce sont les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je considère cela comme de la surveillance volontaire par des gens qui, en plus, paient pour ce privilège. Mais ma voisine, Corinne, est très active sur les réseaux, et elle est aussi profondément attachée à la justice. Quand je lui ai expliqué la situation par-dessus la clôture un soir, elle m'a imprimé tout le profil Facebook de Sophie et me l'a mis entre les mains le lendemain matin. 11 ans de publication. Son mariage avec Guillaume en 2019, des vacances, des dîners au restaurant, une série de posts sur son parcours de bien-être, les annonces de l'entreprise de son mari, des photos de Noël, des fêtes des anniversaires. Mathis n'y apparaissait pas une seule fois. Pas une. Pas un seul mon fils va bien ou penser pour ma famille aujourd'hui. Pas une trace. Pendant 11 ans sur la plateforme où elle documentait son parcours de bien-être, son fils n'a pas existé jusqu'au 14 septembre 2024, 2 jours après que le rachat de Saint-Pass ait fait la une de la presse régionale. Sa publication disait « Si fier de l'incroyable réussite de mon fils. Il a toujours été exceptionnel. » Le cœur d'une mère est tellement comblé. Elle a récolté 47 likes. Un commentaire disait « Tu dois être si fier. » Un autre disait « La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. » L'audience a eu lieu un jeudi. La juge des affaires familiales, Madame le maire, présidait au tribunal de Bergerac. Je portais le même costume que celui que j'y avais mis pour les funérailles de Martine, d'abord parce que c'est le seul que je possède, et ensuite parce que je pensais que Martine aurait voulu être là pour ça. Pierre était calme. Il était calme depuis l'histoire du document de 14 pages. Ce genre de calme qu'un homme a quand il sait quelle carte il a en main. Sophie est arrivée dans un tailleur anthracite. Maître Sandrine Puy, son avocate, était le genre de femme qui marchait comme si elle avait déjà gagné. La posture de quelqu'un qui facture 450 € de l'heure et qui estime que ça doit se voir à l'autre bout de la pièce. Elle a posé un classeur en cuir sur sa table. Le classeur avait des intercalaires. J'y avais une clé USB. Pierre avait une boîte des archives. J'y ai regardé la boîte et j'y ai pensé à Mathis, qui était resté à la maison parce qu'il le voulait, parce qu'il avait dit qu'une salle des audiences n'était pas un endroit qui avait besoin de lui. Et j'y avais accepté, parce que je n'ai jamais forcé Mathis à aller dans un endroit qui n'avait pas besoin de lui. Il était chez lui. Son casque sur la tête. Il m'avait préparé un thermos de café pour le trajet et elle avait posé près de mes clés sans dire un mot. Ce gamin. La juge le maire est entrée, nous nous sommes tous levés et j'y ai pensé, Martine, c'est pour nous deux. Tu as géré les 5 premières années. J'y ai fait les 11 suivantes. Finissons en. Maître Puy a ouvert avec une plaidoirie que je dois, à contre-cœur, qualifier d'impressionnante. Elle a exposé le cadre juridique proprement. Autorité parentale jamais retirée. Arrangement informel jamais légalisé. Une mère qui avait fait face à des défis de santé mentale. Défis de santé mentale. C'était l'expression employée. Elle portait beaucoup de poids pour remplacer le mot abandon. Et qui s'était maintenant stabilisé, guéri, et cherchait à faire partie de la vie de son enfant mineur et à être impliqué dans les décisions concernant son important patrimoine financier. Elle a été prudente. Elle n'a jamais dit « elle veut l'argent ». Elle a dit « elle souhaite une implication parentale appropriée dans la gestion des actifs des mineurs ». Même chose, avec un meilleur éclairage. La juge le maire a écouté sans expression. Puis elle a demandé si Sophie souhaitait prendre la parole. Pierre m'a jeté un coup d'œil. J'y ai légèrement secoué la tête. Laisse-la parler. Sophie s'est levée. Elle était douée. Je lui accorde ça. Elle avait clairement répété, car elle a pleuré exactement au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, juste au moment où son récit avait besoin d'une confirmation émotionnelle.
Elle a parlé de son sentiment d'être dépassée, du fait qu'elle n'était pas outillée pour ça, des années de thérapie et de son cheminement pour se comprendre. Elle a dit à quel point elle voulait connaître son fils. C'était une bonne performance. Ça a duré 6 minutes. Puis la juge Lemaire elle a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Maître puis, Sophie, j'aimerais vous poser quelques questions directement. » Sandrine a commencé à se lever. « Votre honneur, ma cliente est une adulte qui vient de demander à ce tribunal de lui accorder une autorité légale et financière significative sur son enfant, » a déclaré le maire d'un ton agréable. « J'aimerais lui parler directement. Veuillez vous asseoir. » Sandrine s'est assise. J'y ai regardé droit devant moi et je n'ai pas souri, ce qui a été la chose la plus difficile que j'y ai eu à faire de toute la journée. « Sophie, » a dit la juge, « pouvez-vous décrire les principales sensibilités sensorielles de Mathis et comment sa routine quotidienne s'y adapte ?» Silence. « Prenez votre temps, » a ajouté la juge. « Il a besoin des espaces calmes, » a dit Sophie. « Il n'aime pas les environnements bruyants. » Des aménagements spécifiques? Que mange-t-il? Quelles sont ses habitudes de sommeil? Quel est son style de communication en situation de stress? Encore un silence. Sophie a regardé son avocate. Sandrine ne pouvait pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider, parce que vous ne pouvez pas préparer une réponse à une question qui exige 11 années de présence. Je n'ai pas pu être impliqué, c'est pour ça que je suis ici pour. Qui a assisté aux réunions des équipes éducatives pour son PPS? A demandé le maire. Le projet personnalisé de scolarisation, que chaque élève en situation de handicap a tous les ans, où les professeurs, la MDPH et les spécialistes s'asseyent avec le parent pour discuter du plan des apprentissages spécifiques de l'enfant. J'y avais assisté à chacune de ces réunions, de la maternelle jusqu'à l'année où Mathis a décidé qu'il en avait fini avec l'école traditionnelle, à 14 ans, et où nous sommes passés à un tuteur spécialisé qu'il appréciait vraiment. Sophie ne savait même pas ce qu'était un PPS. La juge a pris une note. Je l'ai vu écrire. Parlez-moi de Saint-Pass, a repris le maire. Expliquez-moi ce que fait cette application. Sophie s'est légèrement détendue. Un terrain plus sûr, pensait-elle. C'est une application de communication pour les enfants. Elle a beaucoup de succès, et Mathis a manifestement un don. Comment fonctionne-t-elle? Elle aide les enfants à communiquer avec leurs parents. Elle utilise la reconnaissance adaptative de schémas, elle a corrigé la juge Lemaire, pour construire des profils de communication individualisés pour les utilisateurs non-verbaux, en s'intégrant au cadre de communication alternative et améliorée. Elle n'aide pas les enfants à communiquer avec leurs parents de manière générale. Elle construit un pont linguistique unique pour chaque utilisateur. Votre fils l'a créé spécifiquement parce que les outils de communication standard n'étaient pas assez adaptatifs pour les enfants ayant des profils sensoriels très spécifiques. Elle a fait une pause. J'y ai lu des articles à ce sujet quand le dossier a été déposé, car j'y estime que je dois savoir de quoi nous parlons. Une autre pause. Avez-vous utilisé le produit avant de venir ici aujourd'hui? Sophie n'a rien répondu. La réponse était écrite sur son visage avec une police de caractère que n'importe qui aurait pu lire à l'autre bout de la pièce. Alors Pierre s'est levé. Il a déballé son dossier comme un homme qui a tout son temps. 11 années de dossier scolaire. Ma signature chaque année, pour chaque réunion, chaque visite chez le spécialiste, chaque formulaire des aménagements. Mon nom, mon écriture. Mon numéro de téléphone dans la case contact des urgences, et en dessous, dans la case secondaire, grand-père de Mathis. Seul contact autorisé. Les dossiers médicaux, même histoire. Les déclarations des impôts. Sophie, faisant une déclaration conjointe avec Guillaume, avait déclaré 0 enfant à charge pendant 11 années consécutives. Elle avait légalement déclaré au Trésor public français, sous peine de parjure, qu'elle ne soutenait financièrement aucun enfant, chaque année, pendant 11 ans. Elle avait signé de son nom. Maître Sandrine puis a écrit quelque chose sur son bloc-notes avec l'énergie d'une femme qui ne prévoit plus de dîner pour fêter sa victoire. Puis Pierre a déclaré, « Madame la juge, je souhaite verser au dossier une série de communications par SMS entre la plaignante et l'enfant mineur, ainsi qu'une déclaration écrite sous serment de Mathis Raymond Boucher, rédigée avec ses propres mots et à sa propre demande. » Il a remis la clé USB à la greffière. Puis il a tendu la déclaration à la juge Lemaire. Elle l'a lu. La salle des audiences était si silencieuse que je pouvais entendre le stylo de la greffière.
Le maire a lu pendant ce qui m'a semblé être 3 bonnes minutes. Je le sais parce que j'y ai compté mes propres respirations. À un moment donné, elle s'est arrêtée, a levé brièvement les yeux vers le vide, puis elle s'est remise à lire. Je savais ce qu'elle lisait. Mathis me l'avait montré la veille au soir. Il était assis à la table de la cuisine, me l'avait fait glisser sans cérémonie, et était retourné à son ordinateur pendant que je lisais, me laissant l'intimité nécessaire pour avoir la réaction que je devais avoir. Je l'avais lu 2 fois. Puis j'y étais allé dans la salle de bain et je m'étais aspergé le visage d'eau froide pendant un moment. Il avait écrit sur la façon dont je frappais à la porte de sa chambre. 3 coups courts, une pause, 2 coups courts. Un rythme que j'y avais mis au point quand il avait 7 ans parce qu'il avait besoin de savoir exactement qui arrivait avant que la porte ne s'ouvre, et nous avions trouvé ce motif ensemble après environ un mois d'essais et d'erreurs. Il avait écrit sur les biscuits de Périgueux. Il avait écrit sur la dernière année de Martine, quand je gérais sa maladie et les besoins de Mathis en même temps, et comment, à 9 ans, il avait commencé à me préparer du thé le matin sans qu'on le lui demande parce qu'il avait identifié où il l'a écrit comme ça, que mes indicateurs de cortisol étaient élevés et qu'il avait lu que les liquides chauds aidaient. C'était la seule variable qu'il pouvait contrôler. Mon petit-fils de 9 ans me faisait du thé parce qu'il s'inquiétait pour moi. Je ne savais même pas qu'il comprenait ce qui arrivait à Martine. Il ne l'avait jamais dit. Il avait juste fait du thé. Il a écrit sur l'application. Il a expliqué qu'il l'avait créé à cause d'un garçon qu'il avait vu dans un groupe de thérapie quand il avait 11 ans. Un garçon qui avait quelque chose à dire et aucun moyen de le faire. Et il s'était dit, c'est un problème des ingénieries, et les problèmes des ingénieries ont des solutions, et j'y ai du temps. Il a écrit que s'il avait eu ce temps, c'était parce que Raymond Elias Boucher avait organisé son monde avec suffisamment de soin pour qu'il ait toujours eu le temps de réfléchir. Et puis les dernières lignes, celles pour lesquelles Pierre m'avait prévenu. Celles dont il m'avait dit qu'il les verserait au dossier, mais que la juge ne lirait pas à voix haute, car Mathis avait demandé qu'elle reste entre lui, le tribunal et papy. La juge le maire a posé la déclaration. Elle a regardé Sophie pendant un long moment. Sophie avait arrêté de jouer la comédie. C'était l'indice révélateur. Son chagrin était réel maintenant, mais c'était un chagrin différent. Le chagrin de quelqu'un qui regarde et s'éloignait hors de portée quelque chose qu'il désirait. Ce qui n'est pas la même chose que le chagrin de pleurer à l'absence de quelqu'un. Et je pense qu'au fond d'elle-même, elle connaissait la différence, même à cet instant-là. La demande de réintégration de l'autorité parentale est rejetée, a déclaré le maire. Elle n'a pas scié. Les professionnels encaissent les pertes différemment. Sophie a émis un petit son. De plus, a poursuivi la juge, j'y accorde la délégation totale des autorités parentales et la tutelle légale permanente à Raymond Elias Boucher. Cela aurait dû être formalisé il y a des années, et franchement, cela reflète une faille dans notre système autant qu'autre chose. Monsieur Boucher, vous travaillerez avec votre avocat pour officialiser cela correctement. Elle a regardé Pierre. Je présume que c'est déjà en cours? Déjà rédigé, madame la juge. Bien. Elle a jeté un dernier regard aux déclarations des impôts de Sophie. Je transmets également les déclarations fiscales de la plaignante concernant ses parts des enfants à charge sur les 11 dernières années au service du Trésor public pour examen. Ce n'est pas une mesure punitive. C'est une simple procédure. Elle a dit comme on parlerait de la météo. L'audience a été levée. Elle s'est levée. Nous nous sommes levés. Elle est partie. Maître Sandrine puis avait son classeur sous un bras, son manteau sur l'autre, et était à mi-chemin de la porte avant même que Sophie n'ait pleinement réalisé ce qui venait de se passer. Je suis resté assis un moment. Pierre a posé sa main sur mon épaule. Raymond, prends une seconde. Je sais, ai-je répondu. J'y ai pensé à Martine. J'y ai pensé à l'époque où Mathis avait 3 ans et où nous avons vraiment compris. Nous deux, assis à cette même table de cuisine pendant qu'il dormait. La main de Martine sur la mienne, me disant, on va trouver une solution. J'y ai pensé au fait qu'elle n'avait pas pu le voir construire la mangeoire, ni recevoir l'offre de rachat, ni écrire cette lettre. J'y ai pensé à la façon dont elle aurait géré cette journée. Elle aurait pleuré dans la voiture, puis préparé un énorme repas, et fait comme si c'était juste un banal mardi. Je me suis levé, j'y ai réajusté ma veste et je suis sorti dans l'après-midi périgourdin, qui était chaud, indifférent, et sentait l'arrivée de l'automne, comme c'est toujours le cas en octobre. Les gens pensent que la vengeance fait du bruit.
Il pense qu'elle ressemble à un discours dramatique au tribunal, à une porte qui claque ou à un argument choc qui résonne. Ce sont les films qui nous ont mis ça dans la tête. La vraie vengeance est silencieuse. La vraie vengeance, c'est le son si particulier du bon dénouement qui arrive après une longue période d'incertitude. J'y ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis arrêté à l'Intermarché du coin et j'y ai acheté les ingrédients pour faire des coquillettes. Le genre spécifique de coquillettes que Mathis aime maintenant, qui est très différent de toutes les recettes de pâtes que vous trouverez dans un livre de cuisine, parce que nous elles avons modifié ensemble pendant environ 3 ans de négociations. Et j'y ai préparé le dîner. Nous avons mangé à la table de la cuisine. Ses carnets étaient toujours là. Ses écrans étaient toujours allumés. Il avait construit quelque chose de nouveau toute la journée. Je pouvais le deviner à la qualité de concentration très spécifique de son silence, qui est différente de tous ses autres silences, d'une manière que je ne pourrais pas vous expliquer, mais que je reconnaîtrais dans le noir le plus total. Elle a perdu, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Pierre m'a envoyé un SMS. Nous avons mangé. Le signalement aux impôts, c'était l'idée de Pierre, ai-je lancé. Non, ça ne l'était pas. Je l'ai regardé. Il n'a pas levé les yeux, seul le coin de sa bouche a légèrement frémi. Ce gamin. J'y ai découvert le compte épargne un samedi, 3 semaines plus tard. J'y étais assis sur la terrasse avec mon café quand la notification bancaire est apparue sur mon téléphone. Je l'ai regardé longuement, la lisant 3 fois de la manière dont on relit quelque chose qui ne peut pas être vrai. Et puis je suis resté assis là encore un peu. 200 000 € transférés. Une note dans le champ libellé de l'opération. Les banques limitent le nombre de caractères pour les libellés, ce que Mathis avait évidemment vérifié à l'avance. Le message disait simplement, pour Raymond, il sait pourquoi. Il y avait aussi un post-it physique sur ma cafetière le lendemain matin. Je ne sais pas quand il l'a mis là. Je ne sais pas comment il l'a fait sans me réveiller. Il a 16 ans, j'y en ai 71, et apparemment, la furtivité est une compétence dont on ne m'avait pas informé. Le mot disait, pour avoir été là. Je me suis tenu dans ma cuisine, en chaussettes et en peignoir, à 6 heures du matin, lisant le post-it de mon petit-fils autiste, qui autrefois ne pouvait pas parler et qui aujourd'hui construit des ponts pour des autres enfants qui ne le peuvent pas non plus. Lui qui avait silencieusement démantelé l'argumentaire juridique de sa propre mère avec 14 pages codées par couleur et 6 semaines de conversation patiente et délibérée. Lui qui m'avait préparé du thé à l'âge de 9 ans parce qu'il s'inquiétait de mon taux de cortisol. Je suis resté planté là un moment. Puis j'y ai fait du café, je suis allé sur la terrasse et j'y ai regardé les oiseaux sur la mangeoire que m'avait construite, avec le mécanisme de contrepoids qui garde les écureuils à distance. Et j'y ai pensé, Martine, tu devrais voir ce gamin. Dehors, un écureuil était assis à la base du poteau de la mangeoire, perplexe et furieux, essayant la même approche pour la 4e fois et obtenant le même résultat. Certains problèmes, me suis-je dit, sont des problèmes des ingénieries, et certaines personnes ne sont que des écureuils qui ne l'ont jamais compris. L'appel de Sophie, quand il a eu lieu, car maître Sandrine puis était pour le moins consciencieuse, a été rejeté en février. Le redressement fiscal a entraîné des pénalités et des arriérés qui s'élevaient, m'a dit Pierre avec une parfaite neutralité dans la voix, à bien plus que ce qu'elle était venue chercher. Elle n'a plus donné signe de vie depuis. Mathis ne m'a pas posé de questions sur elle. Au moment où j'y écris ces lignes, il est depuis 3 mois sur son nouveau projet. Il ne veut pas encore me dire de quoi il s'agit. Vendredi dernier, il m'a montré un diagramme que j'y ai fixé pendant une minute entière avant d'avouer que je n'avais aucune idée de ce que je regardais. Il a hoché la tête patiemment. Il a l'habitude. Il me le dira quand ce sera prêt. Je serai sur la terrasse. Raymond Elias Boucher vit à Saint-Cyprien, en Dordogne, avec son petit-fils, Mathis. Il boit son café chaud. Ses genoux sont toujours aussi bruyants. Il considère que ces 2 faits sont tout à fait acceptables.